Un matin, le loup s'approcha de la maison du premier petit cochon. « Ouvre la porte ou je souffle et je démolis ta maison !» Pas de réponse. Alors le loup souffla fort et la cabane de paille s'envola. Ouais. Ça demande vérification. Parce que c'est marrant, il existe une maison de paille à Montargis dans le Loiret qui va souffler sa 101e bougie. Le problème de résistance de la maison de ce petit cochon n'est peut-être pas dû aux matériaux, mais à la méthode de construction. D'ailleurs, et si ces trois-là, au lieu de faire bande à part, apprenaient à collaborer? Genre des soubassements en pierre, une armature en bois, des murs en paille. Ils s'en sortiraient sûrement bien mieux. Cette semaine, ça repart sur les bancs de l'école à Limoux, au centre de formation Batipol, afin de découvrir les secrets de fabrication des maisons en bottes de paille. Bon, je sais pas toi, mais moi déjà, avant même d'aborder ce sujet, j'avais déjà 120 000 questions. Est-ce que c'est costaud? C'est étanche la paille? Les termites vont tout détruire. Je risque pas de mettre le feu en cuisinant? Est-ce que c'est durable? Quel intérêt? Il va faire froid à l'intérieur. Bref, pourquoi je construirais en paille? La paille, ou chaume, c'est une partie de la tige, de certaines graminées, tels que le blé, l'orge, le seigle et le riz. Tandis que le foin, c'est du fourrage, des herbes séchées que l'on donne à manger aux animaux. Ainsi, la paille ne contient pas de graines, elle n'attire donc ni les rongeurs ni les insectes. D'ailleurs, les termites, c'est le bois qu'elles mangent, pas la paille. Et si on regarde du chaume au microscope, on se rend compte qu'une tige est composée de divers éléments, tels que de la cellulose, un glucide constituant l'immense majorité des plantes, de lignine, une biomolécule constituant le bois, de silice, entrant dans la composition de nombreux minéraux, le tout entouré d'une fine couche de cire hydrofuge. À l'état naturel, la paille résiste donc à l'eau. Enfin, juste un temps. L'idée est donc de combiner les propriétés naturelles de la paille à des techniques qui vont permettre de rendre l'imperméabilité aussi pérenne que possible. Par exemple, pour les techniques de terre-paille, on préfère des tas informes de paille, afin de les couvrir d'argile, et on dépose la paille avec un léger tassement une fois dans le mur. Tandis qu'en utilisation directe, on a besoin que la paille soit préalablement compressée en botte. Quelle que soit la technique, l'intérêt de la compression de la paille est double. La compression permet de protéger la paille des incendies. Une combustion, et donc du feu, ne peut se produire que si on réunit trois éléments. Un combustible, la paille, un comburant, l'oxygène, une énergie d'activation, c'est-à-dire une source de chaleur ou une allumette. Le tout en quantité suffisante. On parle alors de triangle du feu. Mais notre paille, comme elle est compressée, il n'y a que très peu d'oxygène à l'intérieur. La combustion sera donc fortement freinée, ce qui permet aux habitants de réagir. Une compression qui est comprise entre 80 et 120 kg par mètre cube permet à une botte de 36 cm, la taille standard, d'atteindre un coefficient de résistance thermique, nommé R, de facteur 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, je t'explique. Sous ce seuil, la botte manque d'homogénéité, n'est pas assez compressée et on perd en isolation. Au-dessus, on chasse l'air, et on a le même effet puisque c'est l'air qui produit l'isolation. Ce facteur R, c'est donc tout simplement l'isolation du matériau, le temps que va mettre la chaleur ou le froid à traverser. Cependant, l'isolation thermique, même si c'est un facteur fort appréciable, ce n'est pas le seul paramètre important pour le confort d'une habitation. Le facteur de diffusion à la vapeur d'eau, ou perspirance, est aussi primordial pour la durabilité du bâtiment, quel qu'il soit. Car évidemment, lorsqu'on vit dans un milieu clos, on génère de la vapeur d'eau, en respirant, avec les douches, avec la cuisine, etc. Afin d'éviter l'accumulation, il est donc primordial que cette humidité soit ventilée, c'est le rôle de la VMC.
Cependant, la paille compressée dans les murs est aussi capable d'en gérer une certaine quantité, ce qui assainit le bâtiment. Ainsi, la densité d'une botte de paille est calculée en fonction de sa taille, de son poids et de son humidité. D'ailleurs, sur un chantier, on mesure l'humidité à chaque botte, dès son arrivée. L'objectif est de s'assurer que les bottes soient en bon état. Bref, il est possible d'utiliser des bottes de paille directement pour constituer le mur. On parle alors de bottes de paille porteuses. Mais en général, on préfère utiliser une ossature bois que l'on va remplir avec ces bottes. On allie ainsi les points forts du bois pour la structure et de la paille pour l'isolation des murs. Mais pas seulement, on peut aussi utiliser la chaume pour isoler un toit. Bref, la paille est un matériau écologique cochant de nombreuses cases. Économique, biodégradable, local, nécessitant peu d'énergie grise et procurant une forte isolation. Mais comme toujours, ce matériau n'est pas parfait pour autant. Sa mise en œuvre nécessite de solides connaissances, une bonne préparation et une technique parfaite, sans quoi le résultat ne va pas tenir dans le temps. Or, même s'il s'agit d'un matériau millénaire, paradoxalement, en France, nous ne disposons pas de cadre juridique et de règles de construction. Enfin, ça c'était vrai il y a quelques années. Car depuis, les professionnels du Réseau français des constructeurs de paille ont rédigé des règles professionnelles. Car oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, la France ne semble avoir redécouvert ce matériau que très récemment. Et c'est à l'initiative des artisans et des autres acteurs de la construction en paille que des normes ont fini par voir le jour. L'intérêt ? Être sûr de bien faire les choses. Un artisan, un autoconstructeur ou même un amateur peut, en suivant ces règles, réussir son chantier. Car il s'agit d'abord d'un guide de bonne pratique. Mais ça, nous le verrons la semaine prochaine.